Maintenant, on a une petite table ronde qui nous attend sur le thème des questions qui ont résisté à un siècle d'hypnose expérimentale. Et je ne sais pas par quel miracle, nous sommes tombés dans une faille temporelle, mais en fait, on est presque sur le timing initial qu'on avait prévu pour cette soirée, ce qui est très surprenant. Mais bon, je ne vais pas questionner les choses comme ça. Donc, on a à peu près 1 heure ensemble pour discuter de ces questions-là. Et je vais appeler les intervenants un par un. Antoine, si tu veux bien venir ici, tu es professeur à Paris 8 de psychologie clinique et de psychopathologie, si je ne m'abuse. Je suis l'un de ceux qui rôdaient tout à l'heure. Exactement. Tu es aussi le directeur scientifique et pédagogique d'Hypnosia. Et tu es aussi clinicien au CHU de Bordeaux. Absolument. Est-ce que je n'ai pas oublié un de tes titres? J'ai l'impression de faire une liste. Cela va bien. Ça te convient? Oui. Alexandre, si tu veux nous rejoindre, Alexandre Coutet, donc, qui est maître de conférence à Paris-Nanterre. Et on a essayé de faire quelque chose de concis. Mais tu travailles déjà depuis un certain moment sur l'hypnose. Un peu, ouais. Et notre dernier intervenant travaille depuis moins longtemps sur l'hypnose, mais tes travaux me plaisent toujours autant, j'adore les lire. Il s'agit de Jérémy Brunel, que je t'invite à t'asseoir à la gauche d'Antoine, qui est donc postdoctorant à l'Université de Montréal. Tout à fait. Et donc ta thèse portait sur les modulations plutôt affectives. Tout à fait, exactement. Donc ce soir, j'aimerais qu'on parle tous les trois de... donc on va prendre à peu près 45 minutes pour discuter ensemble, et puis après on va ouvrir un peu la discussion à vous. Je n'ai plus du tout besoin de ça. Donc les questions qui ont résisté à un siècle d'hypnose expérimentale, si on prenait le contre-pied et qu'on se demandait en fait sur quoi on a réussi à se mettre d'accord en fait, en un siècle. Sur quoi en fait, c'est quoi les résultats sur lesquels on peut se dire, bon, en un siècle, on s'est tous mis d'accord là-dessus, et maintenant on va s'intéresser au reste. Est-ce que je le fais, je donne aux plus jeunes, aux postdoctorants la charge de la responsabilité, puis on fait par ordre de seniorité, comme ça? Ça vous irait? Jérémy, est-ce que tu as quelques pistes sur quelque chose qui est un point sur lequel on s'est mis d'accord dans la communauté scientifique? Tout à fait. Alors, il y en a effectivement plusieurs. Moi, c'est quelque chose qui m'a effectivement beaucoup passionné quand même j'étais dans l'écriture de ma thèse. Finalement, c'est question de qu'est-ce qu'on sait sur ce phénomène hypnotique. L'un de ceux qui pour moi revient le plus, c'est on sait aujourd'hui que le phénomène hypnotique, c'est quelque chose pour lequel il n'y a pas de semblant. Les effets qui sont hypnotiques, on considère hypnotiques en tout cas, sont soutenus par de la littérature en neurosciences, par le biais d'activation cérébrale ou plutôt de désactivation, par exemple, en cas de la douleur. On a aussi en psychologie cognitive, puisque là, pour le coup, c'est mon domaine, des preuves associées à ça, qui montrent en tout cas qu'il y a quelque chose qui se différencie des phénomènes qu'on connaît déjà, donc par exemple uniquement de la compliance ou uniquement d'autres phénomènes sociaux. Peut-être qu'il y en a dedans, c'est pas uniquement ça. Et on a cette idée, selon moi, qui est que l'hypnose n'est pas uniquement associée, n'est pas du tout associée à du faire semblant. Et il y a des vrais changements subjectifs et objectifs associés à cette réponse. Ok, top. Effectivement, trouver un chercheur qui ne serait pas d'accord avec ça aujourd'hui, ça fait un peu peur quand même, parce qu'effectivement, c'est des résultats qui sont assez solides et assez partagés. Est-ce que tu te prêtais à cet exercice, Alexandre? Quelque chose qui te semble assez solide dans la littérature scientifique, peut-être? Alors, je dirais, et ça va un petit peu dans le sens de ce qui vient d'être dit, concrètement, il y a pas mal de choses qui sont associées à l'hypnose depuis longtemps et qui a été élaborée par les cliniciens notamment, mais pas que, mais sur lequel, à force d'accumulation de petits éléments, on arrive aujourd'hui, je pense, à un effet de masse critique qui, conjugué à l'émergence de nouvelles méthodologies, permettent d'affirmer qu'effectivement, il y a quelque chose qui a un objet de recherche légitime. Ça, je pense que c'est quelque chose qui fait consensus aujourd'hui. Après, savoir c'est quoi ce machin, là par contre, l'hétérogénéité de certains résultats, les points de vue, la façon de modéliser font que tout le monde part un petit peu dans son coin, choisit son camp et se tire dessus. Jusqu'à un certain point, je caricature un petit peu quand même. Mais en tout cas, il y a
il y a un consensus sur le fait qu'il y a quelque chose d'intéressant et de légitime à étudier avec différents types de méthodologies. Donc il ne se résume pas à un autre champ de recherche qui a sa pertinence en lui-même. Ok. Antoine, est-ce que peut-être du côté même clinique, hein, si un résultat oui. qui te semble faire vraiment consensus Oui, c'est le point de vue que je vais prendre, le point de vue clinique. En fait, je vais déplacer un petit peu le curseur. Et en clinique, ce qui nous intéresse, c'est la question de la relation et la question de la culture. Et c'est-à-dire que ce qui probablement, je disais tout à l'heure en aparté à Alex, on était un peu les mauvais élèves devant bavarder. Et je lui disais que la particularité, y compris dans l'étude de Montgomery, c'est que en fait, la magnifique étude de Montgomery n'a pas changé d'un iota la pratique clinique. Sur l'hôpital auquel j'appartenais avant, on avait fait une très belle étude il y a une vingtaine d'années en fait sur les ponctions hépatiques et on avait montré qu'avec l'hypnose, qui est un truc quand même, c'est compliqué de supprimer la douleur de cet examen-là. Et donc dans les fonctions hépatiques, en fait, on a montré qu'avec l'hypnose, il y avait des bénéfices, etc., etc. Et en fait, dans ce service de gastro-hépatique sur l'hôpital dans lequel on était, eh ben, on a arrêté la pratique, ils ont arrêté la pratique dès que la recherche a été terminée, alors même que les résultats qui ont été publiés le montraient. Et je pense qu'il y a une difficulté, première qui, pour moi, est une source d'interrogation, qui est justement, et c'est pour ça que je suis là ce soir, c'est comment organiser le dialogue entre précisément l'expérimental et la clinique. C'est-à-dire entre ce que l'on va standardiser dans le laboratoire pour effectivement aller voir le processus en lien avec la méthode, et puis ce que l'on va faire en clinique, c'est-à-dire il y a un opérateur, quelqu'un qui opère l'hypnose, et puis il y a quelqu'un qui reçoit l'hypnose, et dans lequel il va y avoir effectivement une variabilité, mais pour lequel les processus de changement vont se situer là. Et ça, pour le coup, depuis 200 ans, ça a apporté des noms particuliers, le rapport magnétique, etc., etc., mais qui, effectivement, en clinique, en fait, a vraiment été démontré comme étant le point de bascule en hypnose. Alors, effectivement, tout de l'hypnose n'est pas connu, mais dans le processus hypnotique en clinique, effectivement, on peut s'appuyer là-dessus. Il y a 200 ans d'études sur cette dimension-là. Et pour moi, la question, elle est comment arriver à faire dialoguer, en fait, l'expert et la clinique, c'est-à-dire ceux qui standardisent pour aller voir la méthode et ceux qui ouvrent complètement la focale pour s'intéresser au processus, mais qui, effectivement, ça va se faire au prix d'une complexité et d'une variabilité très importante. Yes. Tu mentionnes le fait que c'était un objet qui avait toute sa légitimité et qui avait son propre domaine d'étude. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une définition qui fait consensus sur l'hypnose ? Alors non. Non, en fait, il y a pas mal de définitions. Je pense que si on demandait à une dizaine de personnes qui pratiquent, chacun en aura une un petit peu différente, mais c'est vrai qu'à titre personnel et de façon totalement arbitraire, je dirais que si vous prenez... Je vais donner quelques exemples. Si vous prenez la définition que vous aviez dans l'APA, donc l'Association des psychologues américains en 1993, qui était plutôt à l'initiative de Kirsch et d'autres personnes derrière, on va dire, on avait une définition qui ressemblait, je vais paraphraser, mais en gros comme l'ensemble des procédures et des outils qui permettent d'influencer quelqu'un, voilà, au niveau de ses perceptions, au niveau de son état de conscience, au niveau de son comportement. Quelques années plus tard, on arrive en 2015, à peu près 20 ans, ouais, j'avais peur, là, il y a la caméra, on ne sait jamais. Donc quelques années plus tard, il y a une autre définition proposée par la même organisation savante, l'APA, où vous avez Elkins et un certain nombre d'auteurs qui proposent une définition, cette fois-ci, qui pose l'hypnose en tant qu'état, à savoir un état avec un certain nombre de spécificités, un champ intentionnel un peu plus focalisé, un peu moins périphérique, etc. Donc définition qui a fait couler beaucoup d'encre. Et donc là déjà, en 20 ans, on voit qu'au sein d'une même association savante, on a une évolution importante. Et à côté, vous allez avoir d'autres définitions, notamment en lien avec ce qu'évoquait Antoine à l'instant, qui mettent un petit peu plus en avant la dimension relationnelle, dans un contexte particulier, entre un patient, un thérapeute ou un expérimentateur, quel qu'il soit. Donc je pense qu'en fait, vous avez un grand nombre de définitions, mais dans lequel on va toujours retrouver un peu trois pôles. À savoir d'un côté la question des suggestions, comment
à travers l'hypnose, l'utilisation des suggestions va influencer quelqu'un, quelque chose. Un deuxième pôle qui sera celui de l'état modifié de conscience, à savoir est-ce qu'il y a un état singulier dans lequel on est et qui serait spécifique à l'hypnose par rapport à d'autres. Et un troisième pôle qui serait celui de la dimension relationnelle dans un contexte socioculturel particulier. Et en fonction de la définition dans laquelle vous êtes, eh ben, vous allez avoir certains auteurs qui vont mettre en avant plutôt un des pôles ou deux des pôles, et l'autre sera un petit peu moins important. Par exemple, celle de Kirsch et collaborateurs en 93 mettait vraiment en avant la dimension suggestion. 20 ans après, on est plutôt sur la dimension état modifié de conscience, mais qui influencerait par ailleurs la suggestion, mais qui serait consécutif à cet état modifié de conscience, etc. Donc je pense qu'on retrouve quand même toujours ces dimensions dont on pondère différemment l'importance et surtout dont on considère différemment les interactions d'un auteur à l'autre. Yes. Et d'ailleurs, en parlant de ces interactions-là, Jérémy, par exemple, mais n'hésitez pas à rebondir, hein, c'est naturellement, il n'y a pas de... je passe la parole, mais on peut tout à fait discuter librement. Est-ce que, par exemple, il y a eu des réponses à cette... un peu outragées d'ailleurs, face à cette définition-là. Comment tu qualifierais, on va dire, les relations entre ces différentes façons de voir l'hypnose? Alors les qualifier, du coup, je pense que c'est un exercice assez difficile. Je ne saurais pas trop comment répondre à ça. L'idée, c'est que, en fait, par rapport à l'histoire de l'hypnose, enfin, par rapport à comment construire une définition claire du phénomène hypnotique, l'idée, c'est de se rapprocher déjà de l'historique de comment l'hypnose s'est construite aussi. Et du coup, pour rebondir justement à ce que disait Alexandre par rapport à ça, toutes ces questions liées à la suggestibilité, liées à l'induction, donc l'état modifié de conscience lié à la suggestion, ont, entre guillemets, façonné en fait des questionnements qui ont pris peut-être beaucoup trop de place à certains moments et qui ont peut-être amené à ce que, en fait, on n'en vienne pas finalement à une réelle définition de ce que peut être l'hypnose, n'a pas amené non plus à... Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est un petit peu fouillé dans ma tête là du coup, mais l'idée c'est vraiment que, comprendre comment fonctionne l'hypnose dans ce cas-là, sachant l'historique, sachant du coup toutes les batailles qui peuvent exister entre du coup Elkins qui en fait revient totalement à l'opposé de ce qui était dit déjà 20 ans à l'avance, ça pose des questions assez générales finalement sur comment est-ce qu'on peut s'entendre sur cette définition-là. Donc comment qualifier en fait ce retournement de situation, c'est un petit peu difficile pour moi de le faire. Mais voilà, je ne sais pas en fait quelle piste de réponse on pourrait apporter là-dessus. Il y a quand même l'idée qu'on fait tous là comme si on pensait que l'hypnose existait complètement. Et ce qui rend d'abord les choses difficiles, c'est que l'hypnose c'est avant tout une construction culturelle. C'est-à-dire à la base se trouve un phénomène de transe, des états non ordinaires de conscience comme on les appelle maintenant. Et puis il y a une formalisation qui est proposée dans notre culture et dans d'autres cultures, il y a une formalisation différente. La dernière définition de Lapierre, pour moi, c'est une définition qui est une définition culturelle. C'est-à-dire, on a eu tout le développement en fait, des neurosciences à cette époque-là, finalement, ils ont changé la définition. Avant, on s'était intéressé à la relation, on s'est intéressé à toutes ces dimensions-là, très effectivement, psychologie de la relation, interrelation, etc. Ensuite, ça a été l'ère des neurosciences, ils ont changé la définition, puisque c'est culturel l'hypnose, et ils en ont fait une définition qui correspondait à l'ère de notre temps, et on peut même parier sur la définition suivante. Elle va forcément être phénoménologique, la suivante. Parce que je suis entièrement d'accord avec toi, Alex, sur les 3 ingrédients. Il y en a un 4e qui est apparu avec Roustan et consorts, c'est la question du corps et de la sensorialité, qui jusque-là n'existait pas. Elle est surtout présente dans notre culture, moins chez les anglo-saxons, parce qu'on oublie parfois qu'on n'a pas tout à fait la même culture que les anglo-saxons. Mais en tout cas, il y a effectivement un développement de la phénoménologie qui est en train d'arriver et qui fait que forcément la prochaine définition, elle sera centrée sur la phénoménologie. Et donc l'hypnose a ça effectivement de fascinant, qu'il s'agit d'une compétence humaine, absolument universelle, mais dont la culture propose une formalisation qui correspond aussi à nos besoins. Et nos besoins actuellement dans le champ du thérapeutique, ils sont effectivement de développer la conscience écologique, de proposer à un individu de pouvoir penser et se penser comme étant un organisme à l'intérieur d'un environnement et de pouvoir moduler sa santé en fonction et avec éventuellement
des serpillères, c'est-à-dire la chirurgie, les médicaments, etc. L'expression n'est pas de moi, elle est de Chantal Wood. Mais effectivement, on est dans cette société-là qui a besoin du développement de la conscience écologique. Et même si vous ne triez pas vos poubelles, vous avez de toute façon une conscience écologique qui est en train d'exister. Voilà. C'est-à-dire on est dans une révolution sociétale absolument importante et l'hypnose correspond à ça. Le développement de l'hypnose, l'intérêt de l'hypnose, la transe telle qu'on en a fait correspond à ça. Et c'est ça que je trouve absolument fascinant dans l'hypnose, c'est-à-dire qu'on a quelque chose que l'on mérite, parce que ça nous appartient, qui est la transe. On a quelque chose qui nous ressemble en effet miroir, c'est-à-dire qui correspond aussi à nos sociétés, y compris dans les clivages d'ailleurs, chez les gens qui font ou pas de l'hypnose. Ça correspond aussi à cette dimension-là. Et puis il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi d'une promesse dans la pratique de l'hypnose, c'est-à-dire quelle société est-ce que l'on veut développer à partir de cette pratique qui nous ressemble beaucoup. Et la définition, elle est évolutive, parce que la pratique est évolutive, parce qu'il y a la culture qui est derrière. Et bonne nouvelle, c'est nous qui la faisons. Donc, du coup, on peut participer à cette histoire-là. Complètement. Et je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu soulèves sur la malléabilité, quelque part, du concept, du domaine, ce que tu soulevais aussi, Jérémy, dans les différents points de vue. Je trouve qu'on a quelque chose qui est assez consensuel de ce côté-là sur la malléabilité de cette matière-là. C'est quoi les conséquences de cette malléabilité sur le fait que certaines questions, en fait, n'ont toujours pas de réponse? Est-ce que cette malléabilité-là, il est compliqué hein, ce mot, malléabilité, est-ce qu'elle nuit au fait de progresser d'une manière qui est rapide? Est-ce que c'est pas un petit peu une bénédiction et une malédiction? Selon moi, il y a cette problématique qui est que aujourd'hui on n'arrive pas à s'entendre sur un construit. Et c'est ça la vraie problématique, c'est-à-dire que, comme Alexandre le disait, si on demande aux personnes dans la salle de définir ce qu'est l'hypnose ou quelle est la phénoménologie de l'hypnose, on aura des définitions qui seront différentes. Et c'est ça, je pense, le problème principal. C'est que cette malléabilité-là a donné lieu aussi à des interprétations subjectives de qu'est-ce que c'est que le phénomène d'hypnose. Donc, donner lieu aussi à des définitions qui peuvent être différentes, comme le cas de Elkins, là, comme on en parlait. Et en fait, du coup, moi, ça me fait un petit peu le parallèle avec le domaine des émotions, où par exemple, Husserl disait « tout le monde sait ce qu'est une émotion jusqu'à ce qu'il nous ait demandé de la définir ». Et là, je trouve qu'on se retrouve un petit peu dans ce cadre-là, où les délimitations du construit ne sont pas nécessairement claires par rapport à ça. En tout cas, je trouve personnellement. Oui, quelque part, c'est un concept naturel, quelque chose dont on parle. Tu parlais de trans, quelque chose qui est assez ancien, en fait. À travers les cultures, ça a évidemment beaucoup évolué, mais c'est quelque chose qu'on peut pointer du doigt. On peut se dire, oui, je l'ai vécu. Oui, je pense quand même alors, l'objet est fascinant. Et je pense qu'on peut tous avoir aussi parfois le travers de développer une sorte de snobisme par rapport à l'hypnose et de vouloir la voir comme absolument mystérieuse, insaisissable. On est quand même dans un truc qui a été super étudié, que l'on connaît quand même pas mal, parce que ça s'appelle la nature humaine et l'histoire des relations les uns avec les autres. Et il peut y avoir plein de définitions des émotions, mais une émotion est avant tout un ressenti corporel, et ça c'est absolument indéniable. Ensuite, on peut effectivement le manifester d'une certaine façon, mais en tout cas, corporellement, il y a quelque chose qui se passe quand quelqu'un a une émotion. Et donc, du coup, ça, pour le coup, il y a une base de travail, et tout le reste, finalement, c'est de la littérature, c'est de la culture, et qu'elle est tout à fait intéressante. Et pour moi, les questions que vous allez poser dans ce laboratoire ne sont pas tout à fait les mêmes questions. C'est-à-dire interroger le phénomène dans un contexte qui est un contexte expérimental, on peut en attendre effectivement beaucoup. Je n'irai pas pour ma part jusqu'à dire que le but est d'éclairer l'hypnose d'une certaine façon. Le but, à mon sens, elle est de pouvoir construire l'hypnose d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il me semble que le but d'un laboratoire, en partie, même s'il n'est pas tout le temps vu comme ça, le but d'un laboratoire, en fait, c'est de construire notre environnement, c'est de construire notre réalité. Ne serait-ce que par les questions que l'on pose, qui sont loin d'être anodines, il y a toujours une part, finalement, chez le chercheur de côté un peu partisan par rapport aux questions qu'il pose. Et pour moi, les questions que vous allez poser, les réponses que vous allez y apporter, mais au travers des questions que vous allez poser, vous allez construire l'hypnose. C'est-à-dire, vous allez moduler la façon dont l'hypnose est vue, comme les laboratoires, dans d'autres laboratoires ou les laboratoires avant vous, ont aussi construit le phénomène hypnotique, c'est-à-dire que les laboratoires ont épousé à un moment donné les questions de leur temps et ont permis justement que cette chose que l'on appelle hypnose aille dans une certaine direction et ensuite soit proposée. L'idée ensuite, elle est effectivement comment est-ce que dans nos stratégies de formation, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi que le laboratoire soit adossé à un lieu de formation, dans la façon de le transmettre, de l'appliquer,
jusqu'où aller dans la flamme sacrée. Et jusqu'où aller dans la flamme sacrée en ayant la science comme point de repère. Parce qu'effectivement, ce qui était évidemment dit par Montgomery était très juste, c'est que l'hypnose, évidemment, a comme ADN une somme comme ça de croyances, etc., extrêmement fortes, qui lui servent. Hein. C'est l'étude de Gandhi au milieu des années 90 et qui montrait que vous dites à quelqu'un 5 scripts d'hypnose et 5 scripts de relaxation, voilà, vous avez beaucoup plus d'effets avec le script hypnose, même si c'était le même dans tous les cas de figure. Donc ça nous sert dans la pratique, il faut savoir en user dans notre influence dans la pratique. Mais effectivement, dans cette façon de construire les choses, il y a l'hypnose de demain, il y a la façon de la concevoir, il y a la façon de l'emmener dans une direction, et de l'emmener dans une direction en tenant compte de ses croyances, sans les briser, mais en faisant en sorte que la pratique soit adossée à la science. C'est-à-dire que la démarche qui permet d'accompagner quelqu'un soit une démarche qui soit pensée et référée à des résultats obtenus, alors que le phénomène est un phénomène brouillard. Et c'est ça qui est fascinant. C'est un brouillard que l'on peut faire devenir nuage à certaines conditions. Mais pour moi, c'est la stratégie qui doit être l'objet de la science, c'est-à-dire comment est-ce qu'on la met en opérationnalise, pas l'hypnose. L'hypnose, c'est un animal sauvage. Donc, tout à fait. En parlant de cet animal sauvage, tu voulais rebondir directement Non, en fait, j'allais un petit peu dans le même sens, on va dire, avec une inscription très, très constructiviste dans cette histoire, quel que soit l'objet scientifique. Pour ce qui est de l'hypnose, c'est exactement pareil, à savoir, suivant que votre finalité, c'est effectivement de soigner des gens, avec, on va dire, à savoir penser l'hypnose au service d'une praxis, d'une finalité, ou au contraire, essayer de penser l'hypnose dans une finalité un peu plus, essayer de comprendre quelque chose, vous allez développer quelque chose de différent. Et quand on s'inscrit dans une définition, finalement, on s'inscrit dans un projet et avec un modèle qui finalement, à chaque fois, est un pari. On fait un pari, on se dit, OK, moi, finalement, les joueurs sont les joueurs, les chercheurs. Mais c'est un jeu auquel on ne gagne pas beaucoup. On ne gagne pas beaucoup, mais on s'amuse bien. C'est un peu ça, mais du coup, c'est intéressant parce que finalement, ce lapsus, il est pas complètement piqué des hannetons parce que on fait un pari et on développe tout un système méthodologique qui va nous amener dans cette direction avec la mise en évidence d'un certain nombre de phénomènes sur lesquels on va faire des lois. Ces lois, elles marchent plus ou moins, elles permettent de prédire des trucs, on va modéliser, puis on va revenir, et puis on va créer un machin. C'est un système de pensée qui nous permet de comprendre jusqu'à ce qu'à un moment, tout s'effondre. Parce qu'il y a quelqu'un qui va arriver et qui va dire « Oui, mais vous voyez là, si je retire ce petit truc, il va faire ça en vous regardant. » et puis vous allez faire « Non, fais pas ça. » Tout s'effondre. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que, à l'instar du joueur pathologique, quand on fait de la recherche, on s'accroche à son objet et il y a une petite composante identitaire qui fait que on fait son système, on le construit, tant que ça marche, on joue, on remet des pièces. À un moment, il y a quelqu'un qui va faire ça, qui va s'effondrer. Alors, au lieu de dire, en fait, c'était tout pourri mon truc, vous allez dire, salaud, t'as cassé mon château. et ça va générer, en fait, un petit peu des écoles. Donc, effectivement, c'est pas spécifique à l'hypnose, mais... Ça serait un peu ce qui crée cette tension, quelque part, entre chapelles, entre différentes écoles de pensée À un moment, quand on voit les efforts qu'on met dans la recherche et tout ce que ça implique, il y a une dimension, pas que d'ego, mais vraiment une dimension affective, parce que ça s'accompagne, comme le soulignait Antoine, d'une certaine vision du monde qui va colorer la façon dont on va construire les choses. Pas simplement parce que c'est de l'hypnose et que c'est un objet particulier, même si effectivement dans le cas de l'hypnose, il y a une dimension, on va dire, encore plus importante, mais je pense que quand vous travaillez sur l'attention, quand vous travaillez sur plein d'aspects des sciences cognitives, en incluant la psychologie sociale jusqu'aux neurosciences, en fait, vous allez le retrouver à chaque fois. Vous restez accroché à ça et ça raidit les échanges. J'ai envie de te renvoyer la patate chaude. Et du coup, si on s'aligne sur cette idée-là, est-ce que du coup, en fait, elle n'est pas vouée à finalement toujours rester sur place, la recherche en hypnose? Est-ce qu'en fait,
pour revenir à la question, est-ce qu'en fait, on n'arrivera pas à se mettre d'accord sur quoi que ce soit parce que on est toujours dans de la création d'histoire, quelque part? Ou est-ce qu'en fait, on va réussir à établir des faits un jour ou l'autre? Moi, je suis assez optimiste de nature, donc j'aurais tendance à dire que, en tout cas, je l'espère, sinon je pense que je n'investiguerai pas l'hypnose, parce que je pense que, je dirais pas que je suis intimement convaincu, mais en tout cas, j'ose espérer qu'on puisse tirer justement des nouveaux consensus sur ces éléments-là qui sont pour le moment problématiques. Il y a eu, là j'ai pas d'exemple en tête, mais il y a eu des moments où justement des domaines ont pataugé sur certaines dimensions, sur la définition des concepts ou autres, et ont pu en sortir des choses plutôt claires. Là, je pense que l'une des problématiques en fait dans tout ce champ-là, c'est aussi, encore une fois, dans son historique et dans la manière dont on a construit les définitions au fur et à mesure du temps de l'hypnose et d'où l'hypnose provient. Donc pour nous, par exemple, culturellement de Mesmer, même si on peut penser qu'elle vient du chamanisme ou d'autres trans culturelles, etc., et son lien avec ça peut avoir créé certaines délimitations un petit peu pas claires par rapport à ça. Donc pour revenir à la question, moi j'ose espérer, je vois des choses, des tentatives en tout cas, qui semblent converger vers ça. Tu parlais de Stephen Lean qui proposait des modèles intégratifs. J'ose espérer qu'on se dirige vers ça, mais selon moi, il y aurait besoin, en fait, comme tu le disais aussi tout à l'heure, de prendre un pas de recul peut-être, et de repartir peut-être à zéro sur, ok, qu'est-ce qu'on sait? Sur quoi est-ce qu'on peut être sûr? Quelles sont les observations qu'on a et qui peuvent nous permettre de créer un construit clair, plus délimité, parce que on va dire que cross-culturellement parlant, il doit y avoir un phénomène, bien sûr qui est influencé par des attentes, qui est influencé par des conceptions sociales, etc., qui font justement la nature de l'hypnose. On peut dire que c'est finalement un construit qui a été culturellement inscrit dans notre culture à nous. Mais l'idée, ce serait cet invariant-là, qu'on a du mal à définir, qu'on a du mal à saisir, est-ce qu'on ne pourrait pas justement tous se mettre ensemble à essayer de, ok, qu'est-ce que c'est que ce comportement-là qu'on observe, comment on peut le définir, comment on peut le mesurer en étant sûr qu'on le mesure, et à partir de là, en fait, développer toute une sorte de choses. Mais là aussi, même ma façon de concevoir les choses, c'est aussi un parti pris de base. Et c'est là toute la problématique. Je pense que l'invariant, il est dans la question que tu poses, parce que pour moi, la réponse, elle est connue, c'est l'influence. Et tout à l'heure, donc, tu parlais d'hypnotisabilité, et effectivement, ça a été mal posé, c'est-à-dire que du coup, influence est devenue suggestion, suggestion est devenue hypnotisabilité. Et j'avais discuté il y a déjà pas mal de temps avec Pierre Hinville à propos des études de Stanford, et je lui disais, mais en fait, il y a quand même un truc, c'est que les études de Stanford, c'est la suggestibilité, et en plus, une certaine forme de suggestibilité. Et je lui disais, mais comment est-ce que l'on pourrait modifier les choses de façon à ce que, parce que lui-même reconnaît que ce n'est pas l'hypnose, comment est-ce que l'on pourrait modifier les choses de façon à ce que l'on puisse vraiment saisir le phénomène hypnotique? Et il m'avait dit, mais on ne peut pas en sortir. Et je pense qu'il a raison. C'est-à-dire que, en fait, depuis le rapport magnétique 18e, et ensuite Bernheim, suggestion, etc., en fait, l'ingrédient qui a vraiment traversé tout, c'est la question d'influence. Ensuite, on peut lui donner les mots que l'on veut, on peut effectivement jusqu'à la notion d'hypnotisabilité. Il y a quand même cette dimension-là interhumaine, interindividuelle, qui va être présente et qui fait aussi que quelque chose va se mettre en place à un moment donné. Et c'est vrai que, pour ma part, et c'est très compliqué, je rejoins Alex, j'essaie d'être un mauvais perdant, mais qui accepte de perdre quand même. Je pense qu'être chercheur, c'est effectivement, par nature, être un mauvais perdant. Une bonne façon de le dire. Ah oui, mais pour les raisons qu'il disait, je pense qu'il faut être un mauvais perdant, et en même temps, il faut accepter de perdre. Enfin, mauvais joueur, accepter de perdre. Est-ce que c'est pas quand on se heurte au mur de la réalité qu'on découvre quelque chose d'assez intéressant? Il y a c'est à un moment donné de pouvoir se dire, ok, comment est-ce que du coup je vais modifier, non pas prendre justement que tout le château est tombé, mais de dire quelle est la base que je peux, qu'est-ce qui reste, et à partir de quoi je peux reconstruire les choses. Et qu'effectivement, lorsque l'on prend cette question de l'influence et que qu'on va la manier un petit peu, il y a probablement là un fil qui est attiré, mais qui effectivement est assez compliqué à pouvoir envisager. Et toute la difficulté, on recherche effectivement d'être dans ce jeu tout à fait particulier. Et je disais tout à l'heure, l'hypnose, c'est un animal sauvage, c'est un dragon. Et donc toute pensée qui serait, à un moment donné, on va se mettre sur le verre et puis on va arriver à dompter le truc. Et oui, mais l'hypnose ne sera plus là. C'est-à-dire que dès lors que précisément on commence à domestiquer la transe,
c'est-à-dire en faire quelque chose que l'on va pouvoir suffisamment contrôler pour pouvoir en dire quelque chose, bah, c'est supposé que le zoo est la même chose que la forêt, etc. la jungle. Et toute la difficulté, c'est justement d'arriver à pouvoir avoir allez, on va dire flexibilité plutôt que cette flexibilité qui va permettre de pouvoir aller dans ce brouillard, dans ce nuage particulier, de pouvoir aller chercher effectivement ce qu'on peut en dire, mais me semble-t-il, sans jamais essayer de contrôler le phénomène ou de pouvoir trouver quels sont les éléments qui précisément vont définir complètement le phénomène, parce que par nature, ce qui est intéressant, en tout cas de mon point de vue, c'est justement, sa façon d'épouser la culture et comment la culture la construit avec malgré tout un invariant qui est cette dimension de l'influence, c'est-à-dire cette dimension de la rencontre, la façon que quelqu'un va pouvoir l'utiliser, mais finalement il ne va pas s'en rendre compte, et s'il veut l'utiliser avec une intention particulière, il aura besoin de quelqu'un à un moment donné pour pouvoir l'orienter. Et que ce dispositif-là, malgré tout, permet, dans la rencontre entre deux personnes, de pouvoir écrire, poétiser, de pouvoir faire de la narration. Et pour moi, la nature de l'hypnose, elle est là, en fait. Il y a l'influence. En fait, c'est... Pardon, puis ensuite, ça va très bien. On est passionné, hein, mais oui, puis j'avais beaucoup discuté aussi avec Didier Michaud, qui pour le coup a fait sa première thèse en français là-dessus, sur la dimension expérimentale. C'est un expérimentaliste aussi, Didier. Et sur la suggestion, et j'en ai beaucoup discuté avec lui. Et c'est d'ailleurs la première question qu'il nous posait, je me souviens en formation, puisque c'était la formation que je faisais, était chez lui, la première question qu'il nous posait le premier jour, c'est est-ce que vous pensez que l'on peut hypnotiser sans suggestion Et il nous laissait avec ça. Et en fait, vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures. Et en fait, malgré tout, vous allez peut-être me contredire, mais ce que disent les expérimentalistes et aussi les cliniciens, même s'ils l'appellent autrement, c'est non. C'est-à-dire que si à un moment donné, il n'y a pas la suggestion qui intervient, il n'y a pas d'hypnose. Il n'y a pas d'hypnose dans la rencontre. Peut-être qu'à l'état sauvage, il peut y avoir, mais il n'y a pas d'hypnose dans la rencontre. On ne peut pas enlever ça. Donc, on peut l'appeler suggestion, on peut l'appeler plein de choses, mais il me semble qu'il y a quand même cet invariant, quand même, et qui pose la question jusqu'où aller quand on est influencé. Ah oui, parce que par contre, excuse-moi, on peut hypnotiser une ville. On peut hypnotiser une ville. La danse de Saint-Guy, quand même. On a prétendu que c'était l'ergot de seigle, mais pas des quantités suffisantes pour qu'ils dansent jusqu'à en crever, hein, les types. Et donc, du coup, non, il faut aller voir la danse de Saint-Guy, etc. On peut tout à fait hypnotiser disons une ville entière. En termes de pratique quotidienne. Ah oui, quotidienne, c'est plus bien rare. sûr, bien sûr. Oui, on n'a pas le temps, sinon on s'amuserait jusque-là. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est possible, rare, improbable. C'est vrai. Tiens, peut-être une dernière question, parce que du coup, vu que j'ai les deux dans le champ de vision de ce côté-là quand je regarde Antoine, du coup, je me tendais plutôt vers toi. Reste ton bras droit. Une dernière question avant peut-être de passer un petit peu le micro dans la salle. Si l'hypnose, on va dire, repose principalement sur de l'influence, est-ce que tu peux un peu nous parler, par exemple, de comment tu vois, par exemple, l'auto-hypnose ou les limites sur qu'est-ce qui fait que c'est de l'hypnose ou pas sur l'influence. La publicité, la plupart des gens diraient, est-ce que, désolé, je vais peut-être te parler directement sur ça. Sur la publicité, par exemple, tu la mettrais dans l'hypnose ou pas? Tu tracerais où la frontière? La publicité, c'est-à-dire La publicité à la télé ou dans le métro ou des choses comme ça. Non. Donc, il y a des limites. Toi, comment tu vois ces limites-là et est-ce qu'elles façonnent, on va dire, nos questions sur l'hypnose? Je pense qu'en fait, il va y avoir des processus communs, mais maintenant, tout à l'heure tu disais que c'était un animal sauvage, pour moi c'est un fleuve. Chacun sa métaphore. Chacun sa métaphore, mais dans l'idée c'est que souvent quand on... Désolé, je vais prendre la bretelle d'autoroute pour revenir sur ta question. Ça fait 2 métaphores. Mais dans l'idée, quand tu fais de la recherche sur un phénomène, tu as toujours un peu le fantasme de découvrir le processus qui va expliquer quelque chose d'incroyable. Sauf que, on va dire, la cognition, c'est un système complexe qui, avec énormément de variables qui sont en constante interaction. Donc à partir de là, finalement, ton phénomène dont tu penses que c'est un fleuve, t'en oublies qu'il n'est qu'un fleuve que parce qu'il y a plein de petites rivières qui l'alimentent.
Du coup, tu peux effectivement essayer de plonger dans le fleuve, voir comment ça se passe, mais il va y avoir un niveau de complexité dans la façon qui vont faire que ça va être compliqué de l'étudier, alors qu'effectivement, peut-être c'est un peu plus facile d'aller voir au niveau des différents cours d'eau en amont pour voir, ok, il y a ça, ok. Le fleuve n'est pas réductible à ses affluents, mais comprendre ces affluents, ça peut être une étape pour alimenter la compréhension. Donc maintenant, pour revenir à ta question, typiquement, je pense que il y a des processus qui sont communs, mais qui sont associés à d'autres ingrédients qui ne sont pas les mêmes. Entre hypnose et auto-hypnose, c'est ça ou c'est, On va avoir, par exemple, tu parlais des mécanismes d'influence qui vont être générés par de l'ingénierie publicitaire ou des techniques d'hypnose d'auto-hypnose, voilà. Est-ce que c'est différent? Je pense qu'il va y avoir des mécanismes en commun, mais qu'ils vont être différents à la fois dans l'expérience qui va en émerger, mais également dans la façon dont les différents processus vont interagir les uns les autres, ce qui va légitimer le fait qu'on dise oui, il y a des choses en commun, mais ce n'est pas exactement la même chose. C'est des frites, c'est des pommes, c'est de la purée, bon, c'est pas exactement, c'est des pommes de terre, ok, mais c'est pas, on les mange pas avec la même chose, on les mange pas dans le même restaurant et on met pas les mêmes. Tu donnes ta recette pour les métaphores, parce que là, franchement, là, je donne tout, j'achète. Je donne tout ce que j'ai là. Je donne tout ce que j'ai. Mais voilà, l'idée c'est que c'est un petit peu ma conception et du coup. C'est là où on a un problème au niveau définitionnel, hein. C'est qu'en fonction de comment tu vas poser cette définition, ça va rendre difficile parfois ce travail analytique qui peut amener à d'autres pièges, hein. Mais ça va parfois le rendre difficile puisque des fois il faut assumer un peu de faire un pas de côté. Ok. On aurait envie de discuter encore davantage, mais ce serait peut-être intéressant d'avoir aussi les questions de votre part. Peut-être, Alan, si tu veux passer un micro dans la salle, si vous avez des questions pour un des intervenants ou en général, n'hésitez pas à lever la main et Alan passera. Oui, il y a une question juste là-bas. Moi, j'ai une question par rapport... là, on parle de faire une définition de l'hypnose, mais en fait, en clinique, chaque patient étant différent, en fait, chaque hypnose est différente. Donc, comment est-ce qu'on peut réellement vouloir définir quelque chose d'hyper structuré, sachant qu'en fait, dans la réalité du terrain, chaque hypnose va être différente, chaque retour va être différent. Donc, comment est-ce qu'on va enfermer en fait l'hypnose clinique dans une définition hyper... Alors, selon moi, quand tu dis il y a plusieurs hypnoses, c'est quoi que tu vas appeler du coup hypnose dans ce cadre-là? Alors, je vais prendre un exemple tout bête. Tu vas avoir des patients qui sont très corporels. C'est-à-dire que tu peux les faire entrer en hypnose, même si j'aime pas ce terme-là, par quelque chose, tu vas les mettre debout, tu vas être dans le toucher, et puis il y a des gens, ils vont être allongés, tu vas parler doucement, tu vas prendre ton temps. Donc, peut-être que tu vas avoir certains mécanismes communs, mais l'expérience va être complètement différente, que ce soit pour le praticien, que ce soit pour le patient. Ouais. Donc comment selon tu moi, peux te définir? la différence en fait, c'est que quand je parle d'une définition, je ne parle pas d'un mécanisme commun. Une définition de l'hypnose peut inclure en fait une énorme hétérogénéité, et d'ailleurs aujourd'hui on se dirige plutôt vers ça, vers plusieurs dimensions associées à l'hypnose, plusieurs même typologies associées, enfin une hétérogénéité même dans les typologies de personnes qui vont participer à des expériences ou en tant que patients. Après j'ai l'impression que ce que tu décris dans le cadre de plusieurs hypnoses, du coup c'est les méthodes d'induction pour mener à un état hypnotique, j'ai l'impression. Non, parce que même dans le ressenti, même dans le vécu, dans les expériences du coup phénoménologiques qui... Ce que je veux dire, c'est que si on prend toute l'histoire, on est parti sur une définition qui va faire 12 pages en fait. C'est ça que je veux dire. Ce qui est intéressant, hein. Mais si on veut le définir en 2 lignes, comment tu vas faire?
En fait, il y a 3 niveaux en fait, derrière le terme hypnose. Je pense que c'est ce qui rend peut-être la compréhension difficile. Il y a effectivement le niveau technique, c'est ce que tu disais, induction, etc. Il y a le dispositif de l'hypnose et il y a l'expérience ou les effets de l'hypnose. Et ce qui est effectivement souvent piégeant, c'est que derrière le terme hypnose, on a les trois. On a soit la technique, soit le dispositif, soit les effets. Alors état par état, ça c'est en discussion, mais effectivement, on a ça. Il y a une définition médicale de l'hypnose que tous les médecins apprennent depuis 2 ans, hein, donc, qui est obligatoire à l'Internet de médecine. Ils doivent tous l'apprendre pour... en fait, ils ont un module en fait, maintenant sur la santé intégrative depuis 2 ans, dont l'hypnose avec une définition qui correspond au dispositif. C'est-à-dire un état de fonctionnement psychologique dans lequel une personne en relation avec un praticien fait l'expérience d'un champ de conscience élargi. Ça, c'est la définition officielle en médecine depuis 2 ans, et c'est celle qu'apprennent toutes les générations de médecins depuis 2 ans. Et donc, il y a effectivement le fait de s'entendre sur, à un moment donné, qu'est-ce que l'on étudie, et c'est ça qui est aussi compliqué en recherche. C'est on est sur quel niveau? Est-ce qu'on est effectivement à étudier la technique? Est-ce qu'on est en train d'étudier le dispositif? Ou est-ce qu'on étudie les effets? Et toute la complexité, c'est de se dire, en fait, quand on parle d'hypnose, on doit épouser les 3. Mais on ne peut pas épouser les trois en même temps. J'ai vu qu'il y avait une autre question qui était là, comme ça on essaie d'en prendre quelques-unes. J'ai besoin de clarification. Comment voyez-vous la différence entre auto-hypnose et méditation? Est-ce qu'il y en a qui veut prendre le... Parce que moi, j'anime, donc j'essaie de ne pas répondre aux questions, mais ça me démange, là. En fait, globalement, je vais voir si mes voisins de gauche et de droite me pincent, mais globalement, c'est la clé de la serrure. C'est-à-dire que quand on regarde les études, en fait, on peut y rentrer par la voie méditative, on peut y rentrer par la voie hypnotique, auto-hypnotique, par les psychédéliques, etc. Mais au final, il y a la transe, c'est-à-dire l'état de conscience non ordinaire. Et le choix se fait en fait dans la façon dont on va ouvrir la porte. Mais ce qu'il y a derrière la porte, en fait, semble relativement commun. Y compris, c'est là où je vais voir s'il me pince ou pas, y compris cérébralement, c'est-à-dire qu'on retrouve finalement un système d'activation-désactivation qui au final, et en particulier chez les personnes qui sont très entraînées, on retrouve à peu près les mêmes choses. Je recite Pierre Rainville, il avait commencé avec la méditation, il a suivi avec l'hypnose. Alors ensuite, évidemment, justement, suivant comment est-ce qu'on va induire l'état, il peut y avoir quelques variations qui peuvent exister bien sûr, mais ce que semblent malgré tout montrer les études, y compris d'ailleurs en clinique, c'est que finalement, on va voir quelle est la serrure, la clé, il faudrait voir comment on l'appelle, qui paraît la plus adaptée pour l'autre, et aussi dans sa culture donnée, mais qu'au final, l'état de conscience non ordinaire, c'est ce qui va nous intéresser, parce que c'est là que finalement se réécrit la réalité du patient. Après peut-être... C'est la bouteille à l'ivresse. Parce que c'est vrai qu'aussi, la différence entre, on va dire, enfin des choses qui sont présentées comme des techniques différentes, c'est vrai que l'hypnose, la méditation, etc., des fois on a l'impression, ou la sophrologie, ou que sais-je, on a l'impression quand même d'être dans une cousinade assez proche, mais sur lesquelles il va y avoir des recouvrements dans le fait de mobiliser des techniques d'imagerie, de visualisation, etc., mais sur lesquelles effectivement il va y avoir des spécificités qui seront, c'est-à-dire certaines façons de faire qui sont peut-être un peu plus représentées dans certaines façons de faire. Donc là, moi, je suis moins praticien, c'est toi qui me pinces si je dis une bêtise, mais je pense par exemple à certains auteurs comme Dienes et autres, qui, à travers la Call Control Theory, avaient comparé, on va dire, la méditation et l'hypnose, et qui soulignaient le fait que dans l'hypnose, il y avait dans les mécanismes en lien avec la métacognition, l'agentivité, le sentiment, il se passe quelque chose mais ça ne vient pas de moi, on va dire ce qui peut renvoyer en fonction de comment on le définit, de la dissociation ou voilà, perte de contrôle, quelque chose qui est un peu plus la signature de l'hypnose par rapport à ce qu'on va avoir dans des pratiques méditatives. Donc en tout cas, c'est ce qui était posé dans ce modèle-là. Donc voilà, on va retrouver quand même des choses qui seront un peu spécifiques, notamment tout ce qui touche au sentiment d'involontarité dans le cas de l'hypnose. Parfois
très confondus, parfois opposés sur un spectre donné. Ouais. Est-ce qu'on prend encore peut-être une question ici? Peut-être une ou deux questions, même on a encore peut-être 5-10 minutes pour ça. C'était du coup pour rebondir sur cette idée que de la métaphore des clés et des serrures, et que en fonction, on pouvait faire à la fois en hypnose, en méditation, sophrologie, bon, on pourra en énumérer d'autres, et que derrière on accède à cet état de transe. Donc à ce moment-là, quels sont simplement les ingrédients communs des trans, s'il y en a, et s'il y a pareil des consensus là-dessus? Alors niveau phénoménologique, oui. Pour citer les trois principaux, parce qu'il y en a une dizaine, pour citer les trois principaux, c'est le sentiment de déréalisation, c'est-à-dire le fait d'avoir l'impression que la réalité n'est pas une réalité tout à fait ordinaire. Il y a un sentiment de bizarrerie que l'on va développer par rapport à la façon dont on perçoit un contexte. La dépersonnalisation, qu'on appelle aussi parfois la dissociation, c'est-à-dire le fait d'avoir l'impression que mon corps n'est plus tout à fait mon corps, ou j'observe mon corps en même temps que je ressens à partir de mon corps. Et le troisième, qui est le plus débattu en recherche, c'est la question de l'amnésie et de la mémoire. C'est-à-dire effectivement, est-ce qu'il y a perte ou pas de mémoire, mais en tout cas des troubles mnésiques, ou en tout cas le fait qu'une personne à un moment donné ait l'impression de ne pas se souvenir de tout et des distorsions dans sa capacité de mémorisation, est le troisième grand indice. Alors ensuite, il peut y avoir d'autres indices qui vont être présents, mais globalement, ce qui va définir une transe, c'est qu'il y ait ces trois dimensions-là. Sinon, c'est autre chose. Ce qui pose en hypnose, je ne vais pas aller trop loin non plus, mais la question notamment des pratiques que l'on enseigne, moi également, sur l'hypnose conversationnelle, et du point de vue strictement de ce que l'on sait de l'hypnose, en fait, ce n'est pas de l'hypnose. C'est effectivement une façon de mener une communication thérapeutique d'une certaine façon, mais stricto sensu, en fait, ça ne correspond pas à la définition de la transe. Par rapport à la différence, ensuite, méditation, etc., juste pour être bien compris, mon propos n'est pas de dire tout est équivalent, il y a une ubérisation des phénomènes de transe. Si on prend par exemple la méditation, il y a une intention derrière le but, méditation de pleine conscience, le but est à un moment donné d'accepter la réalité telle qu'elle se présente, et l'objectif est celui-ci, là où l'objectif de l'hypnose va être toujours la transformation. Ce n'est pas l'acceptation de la réalité, c'est la modification et la transformation de la réalité via les suggestions. Ce qui veut dire qu'effectivement, quand on regarde un peu la façon dont le corps réagit à l'état de transe, il y a de très grosses similitudes. Ensuite, si on est en hypnose, si on est en méditation de pleine conscience, si on est en sophro, si on est etc., il va y avoir des variabilités parce qu'on ne va pas l'utiliser aux mêmes fins et dans un même contexte. Top. Est-ce qu'il y a une dernière question brûlante par ici qui a gagné au concours de rapidité? J'aurais bien aimé avoir votre avis sur les limites, s'il y en a, ou en tout cas les possibilités de relier les réponses hypnotiques et les effets placebo. On a envie de sauter sur... Moi, toutes les questions, moi, je dois me retenir. Il y a quelques années, j'avais défini l'hypnose comme étant un effet placebo structuré. C'est-à-dire, pour moi, et je parlais là pour le coup, pour reprendre ce qu'on disait avec le monsieur derrière, je parlais de la méthode. Et en fait, je disais finalement, en hypnose, on utilise intentionnellement des éléments qui sont là, avec l'effet placebo, dans un contexte, dans un environnement. C'est-à-dire que l'effet placebo, globalement, c'est les effets non spécifiques de cadre et de relation. Dans la relation, notamment, ce qui a été étudié, c'est les effets de suggestion, implicites ou directs. En hypnose, on va conscientiser, on va utiliser consciemment justement ce principe d'influence et de suggestion pour maximiser l'effet placebo de façon importante. On va jouer sur les effets de contexte qui sont connus depuis très longtemps. Bernheim écrivait à Freud à l'époque, les effets thérapeutiques que j'obtiens à l'hôpital ne sont pas ceux que j'obtiens à cabinet en libéral. Et c'était à l'hôpital que les effets thérapeutiques étaient les plus importants. C'était le même bonhomme et c'était avec la même méthode, mais effectivement le contexte était différent. Par contre, les études montrent que l'hypnose n'est pas un placebo. C'est-à-dire qu'il faut bien différencier l'effet placebo et le placebo. L'hypnose n'est pas du rien, c'est du rien qui agit. Et ce qui va être intéressant, c'est justement en conscientisant quelque chose. Et justement en conscientisant ce qui fait que des effets non spécifiques de cadre ou de relation peuvent se retrouver dans d'autres modalités thérapeutiques, et en hypnose, on va les rendre conscients et on va les utiliser
Pas totalement, parce qu'on ne maîtrise jamais le fleuve, on ne met pas des barrages pour rien, ou le dragon, ou le ver, etc. Mais en tout cas, on va le conscientiser au maximum pour jouer sur cet effet-là. Il y a de magnifiques recherches qui montrent que l'effet placebo est présent dans toutes les formes de thérapie. Enfin, c'est vraiment un effet thérapeutique tel que. Il se trouve qu'avec l'hypnose, on l'utilise formidablement bien. Est-ce que vous avez envie de rebondir sur ce placebo? Parce que, juste pour ajouter à ça, justement, étudier l'hypnose aussi en recherche, c'est aussi avec quel placebo, avec quel contrôle on compare. La difficulté. Tout à fait. Et pour vous dire, justement, je suis totalement d'accord avec ce que disait Antoine. En fait, aujourd'hui, je dirais, je ne sais pas si on peut appeler ça un consensus, mais une idée qui se développe de plus en plus, c'est de considérer tout simplement en fait, l'effet placebo comme un effet de suggestion. Dans l'idée que, par exemple, on peut obtenir des résultats un petit peu similaires, pas de la même ampleur, mais par exemple avec un placebo, que si par exemple on mettait une suggestion d'analgésie, par exemple. Et aussi, autre chose dont on se rend compte, c'est que même cet effet placebo-là, il varie en fonction des individus, donc cette force d'effet placebo est l'un des prédicteurs, même si ça peut être parfois remis en cause, ce serait justement cette capacité qui serait la suggestibilité hypnotique, qui pourrait prédire la force de l'effet placebo. Et pour d'autant plus rebondir par rapport à cette question-là, l'un des champs d'études qui se développe de plus en plus, eh bien, c'est de sortir finalement cette idée d'influence uniquement du contexte d'hypnose. Il y a des théories, par exemple, qui de base se centraient sur l'hypnose, qui aujourd'hui essaient de développer des idées beaucoup plus générales expliquant justement ce domaine d'influence. Donc, incluant le placebo, incluant les effets que peuvent avoir aussi des illusions perceptives, tout ça dans un seul et même modèle où l'hypnose serait un contexte dans lequel ces effets, donc ces effets, admettons, de suggestion, ou je ne sais pas comment on pourrait les appeler, se manifestent, où l'effet placebo en ferait partie, et où d'autres effets, tels que les illusions, etc., seraient en fait le tout dans un seul et même socle, en fait. Il y a une anecdote rigolote par rapport à ça. Alors, j'avais pas prévu d'en parler, du coup, il faut que je révise le nom. Je ne sais plus si c'était Barber ou Spanos, je crois que c'était Spanos, enfin en tout cas un grand expérimentaliste du domaine de l'hypnose qui en fait était persuadé que l'hypnose était effectivement un jeu de rôle, c'est-à-dire que c'était juste un jeu d'influence construit socialement, etc., qui est une théorie qui continue à être présente. La poule et l'œuf, c'est évidemment tout en même temps, mais... Et vraiment, il a défendu toute sa vie, c'était un expérimentaliste, il a défendu toute sa vie en fait que les effets de l'hypnose pouvaient être obtenus sans hypnose. Et que c'était juste des effets de suggestion verbale, etc., etc. Et puis du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Il a arrêté en fait de publier là-dessus. Et en fait, on lui a demandé pourquoi il a arrêté de publier là-dessus. Eh bien parce qu'il s'était marié et que sa femme était une fervente défenseuse de l'état hypnotique. Et donc du coup, il a arrêté ses recherches et de publier sur le fait que l'hypnose en tant qu'état n'existait pas et que c'était un jeu de rôle. Mais effectivement, cette théorie-là existe, elle continue à être vivace, et y compris, parfois, se loge dans des subjectivités tout à fait insoupçonnées. Peut-être qu'on pourra discuter des autres questions que vous avez autour du coupe de champagne, mais restez, je vais peut-être faire une petite conclusion de cette table ronde, histoire de pouvoir un petit peu résumer ce qu'on s'est dit. Alors peut-être pas résumer parce qu'on s'est dit beaucoup de choses, mais peut-être donner un petit peu un propos conclusif, et puis après nous pourrons festoyer ensemble. Quelque part, ce qu'on s'est dit là, eh bien, je trouve que ça soulève pas mal de questions assez intéressantes sur le fait que l'hypnose, c'est un phénomène qui est avant tout culturel, comme on l'a tous à peu près dit, et avec lequel il est donné à voir, on l'a devant nous, et quelque part, on ne sait pas très bien par où le prendre. Tu parlais de bête sauvage, je parlais de fleuve, et quelque part, on ne sait pas par où la prendre, et ce que je trouve très intéressant, c'est la diversité. Je pense que même ce soir, en fait, vous, tous les trois, vous avez des approches très différentes. En fait, je trouve que ça se voit dans le discours, dans votre façon de parler, même si on est tous polis les uns avec les autres, et on se laisse parler, et puis on est tous d'accord les uns avec les autres, mais en fait, on a tous une approche qui est vraiment différente, on le prend d'un côté différent, et je trouve que c'est aussi ce qui fait la beauté de ce domaine-là. On espère qu'un jour, on arrivera à se mettre vraiment d'accord dessus, mais c'est que, quelque part, on a un phénomène culturel, mais on a chacun notre définition parce qu'on s'intéresse à des parties différentes, et en fait, avec nos compétences, avec nos intérêts, avec notre finalité aussi, tu parlais de construire, avec ce que l'on veut obtenir derrière, eh bien, on va s'intéresser à des objets différents et quelque part arriver à en parler d'une manière qui fait qu'on peut en discuter et on peut échanger et on peut arriver à construire les uns avec les autres. Aussi se rappeler que parfois on appelle avec un même mot des choses qui sont parfois un petit peu différentes.
Et je trouve que parfois on oublie ça et on a tendance à se mettre un peu sur la gueule dans le milieu de la recherche. C'est quelque chose qui est assez répandu, des guerres de clochers, etc. Et peut-être que ce qu'on peut souhaiter de mieux pour le futur de l'hypnose, c'est arriver à faire ce qu'on a fait ce soir, c'est-à-dire en discuter, à s'écouter et puis aussi à comprendre les particularités et les endroits sur lesquels on ne trace pas les frontières au même endroit. De faire un prisme finalement. Waouh. Merci Antoine. Merci à tous d'être venus. On vous tiendra au courant pour les prochains événements, évidemment, qui seront une teneur beaucoup plus scientifique, peut-être plus spécialisée sur certains aspects de l'hypnose. En tout cas, on est très heureux de vous avoir ce soir pour fêter cet événement qui est une inauguration de notre laboratoire. Et je vous invite maintenant au cocktail pour fêter ça. Merci à vous.